canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Je suis très content aujourd'hui parce que on va parler d'une revue de cinéma, en ligne certes, mais d'une revue de cinéma. Et puis moi, j'ouvre une petite parenthèse subjective, je viens moi de la revue en ligne avec Fluctuate.net en 1998, donc ça me fait vraiment plaisir parce que c'est de l'écrit. Et donc on en revient encore à de l'écrit à l'écran, on en revient à l'écrit et ça peut être intéressant de demander à mes invités dans l'émission d'ailleurs. Aujourd'hui, l'écrit, quelle est l'importance de l'écrit? Mais ça, on la posera un peu plus tard. Cette revue s'appelle Littéraire. Elle est en ligne. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez toutes les informations concernant l'URL et le positionnement, comme on dit, de ce bulletin ciné. Et pour en parler, Erwan Mas, qui est le fondateur pardon, de la revue, et puis deux autres personnes qui collaborent aussi à cette revue, en tout cas qui lui apportent une forme d'énergie, on va dire ça comme ça. Pierre, que vous connaissez très très bien, Pierre Masson, première fois que je vois son nom. D'habitude, c'est camarade Formica, donc je suis un peu déconcentré. Je signe Donc, les articles sous mon nom, donc je mets mon nom. Donc, il va être sérieux, c'est très intéressant. Et monsieur Adrien, que je connais et qui est là, et ça me fait vraiment plaisir. D'où vient l'idée de cette revue? La revue est née déjà il y a environ 6 mois. Donc en janvier, ça s'est fait très très rapidement quand même. Ça a démarré déjà d'une discussion sur Twitter avec Alex, qui est écrit dans la revue d'ailleurs, qui est écrit depuis le numéro 1. Donc ça a démarré déjà je crois que la discussion, c'était vraiment, on parlait de l'écriture, de la critique cinéma. Et sur le coup, j'ai eu un déclic et j'ai eu envie en fait de réunir plein de rédacteurs pour parler de cinéma et pour créer une revue finalement. Donc voilà, honnêtement, ça s'est fait très vite. Je dirais pas trop vite, mais dans la semaine, en tout cas, tout était créé. C'était pas à l'échelle de maintenant. On était une équipe de 5 environ. Et puis, bon, pour la petite anecdote, même au tout début, c'était même pas presque un site, c'était sur le logiciel Notion. C'est un espace de travail et finalement, vraiment, c'était un peu désastreux quand même au début. Donc, j'ai l'impression quand même que ça fait 1 an maintenant quand on en parle. Mais ouais, ça s'est fait quand même très très vite. Et finalement, l'ampleur que ça a pris me plaît beaucoup. Enfin, on a quand même une belle équipe, même si on a quand même plein de choses à construire encore. En 6 mois, je pense qu'on a fait quand même pas mal de trucs. Alors, n'hésitez pas, bien évidemment, Adrien, Pierre, de rebondir, hein, il n'y a aucun souci. Juste, je vais intégrer comme ça une petite question. Généralement, quand on se lance dans un projet, qu'on le veuille ou non, c'est parce que ça vient combler un vide. Il y a quelque chose qui manque, souvent. Alors, s'il n'y a pas ça dans l'intention, c'est que je ne comprends pas. Donc, ce serait quoi cette intention-là? Qu'est-ce qui manquerait avec et qui t'a donné envie au-delà de la conversation sur la critique, parce qu'on va y revenir après. Donc, est-ce qu'il y aurait pour toi un manque de quelque chose? Un manque, je sais pas. Enfin, j'avais déjà une grande ambition au début. C'était plutôt une ambition principale, en fait, j'ai envie de dire. C'était plutôt de donner là, une grande liberté aux rédacteurs, déjà d'écrire sur le sujet qu'ils voulaient. Et puis, il y en avait qui n'avaient jamais forcément écrit sur du cinéma. Moi-même, j'avais pas forcément écrit dessus. J'avais écrit quelques textes que je trouve pas non plus excellents. Et encore maintenant, je les trouve pas forcément très très bons. Il y a des trucs à améliorer. De toute façon, c'est normal, je pense. Mais effectivement, au tout début, l'ambition principale, c'était vraiment de donner une grande liberté aux rédacteurs. Et j'avais envie que cette revue donne cette liberté-là. Je sais absolument pas s'il y a d'autres revues qui font ça. Et puis, j'aurais pas. J'aimerais pas dire qu'on est la seule revue à faire ça, mais c'était vraiment le truc principal que je voulais amener dans ma revue, effectivement. Si je peux rebondir. Je t'en prie, Pierre, je t'en prie. Moi, parce que pour le coup, j'étais là, je pense, il me semble que j'étais dans les premiers quasiment. Ouais. En tout cas, j'étais dans les premiers que tu as contactés. Enfin, tu m'avais contacté pour un vieux projet de revue, je sais pas, il y a 1 an qui s'était jamais fait. Je sais plus. Oui, c'est possible. Et sur Littéraire, je trouve que ce qu'il y avait d'intéressant dans le projet. Du coup, moi, dans la genèse, le manque,
je vais revenir non pas sur l'ambition, mais pourquoi est-ce que j'ai dit OK pour rejoindre la revue. Parce que j'ai quand même pas beaucoup de temps, j'ai des choses à faire de ma vie, donc si je dis oui pour écrire dans une revue, c'est qu'a priori, je juge le mérite. Et donc déjà, il y avait le fait que littéraire, ça parlait pas uniquement de cinéma, ça parlait, donc de base, ça parlait à la fois de littérature et de cinéma. Il y avait une ouverture pour mêler plusieurs formes dans plusieurs disciplines dans une même revue, ce qui est toujours le cas sur le site, un peu moins dans la revue. Je ne cache à personne que je fais pression en interne pour que la variété des médias, enfin, des supports reviennent dans la revue. Je suis à peu près sûr qu'on peut s'arranger pour que ça marche. On y travaille. On y travaille, oui, on y travaille. Et donc, et puis il y avait le fait que quand Erwan m'a la première fois parlé de littéraire, j'ai compris que c'était une revue avec qui était, je vais le dire de manière super crue. En fait, c'était une revue qui prévoyait de réunir des jeunes gens qui ne savaient pas écrire pour qu'ils apprennent à écrire, en gros. Il y a un peu de ça, des gens qui s'étaient jamais vraiment frotté la critique de cinéma, mais qui se disaient peut-être que j'ai envie de le faire, mais j'ai pas envie de le faire tout seul. Et aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de revues amateurs qui réunissent des jeunes gens qui savent pas encore écrire. On avait, il y a quelques années, il y avait Tsunami, mais Tsunami, maintenant, enfin, c'est à un tout autre niveau. Il n'y a pas de... Je trouve, littéraire, c'est un endroit, je pense, qui est suffisamment accueillant pour que les gens qui ont envie d'essayer d'entrer dans une rédaction parce qu'ils voudraient écrire puissent le faire et se former et se sentir formé par le contact avec les autres plutôt que d'écrire tout seul dans son coin. D'ailleurs, quand Erwan avait fait le premier appel à texte, c'est un reproche que des gens lui avaient fait qui est tu proposes pas encore de ligne éditoriale, tu proposes juste un appel à texte. Et moi, ça m'avait un peu dérangé parce que je disais oui, mais justement, ce qu'il propose, c'est de réunir des gens qui sont pas forcément très confiants et de leur permettre de s'entraider pour, au final, faire peut-être qu'il y aura 4, 5 numéros qui seront médiocres, mais à la fin, peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose qui nous plaira. Donc, c'était un projet de long terme qui est formateur pour les rédacteurs, qui générait des rencontres. Moi, j'aime beaucoup ça, les rencontres. Donc, c'est pour ça que je me suis... en vérité, j'ai aucun engagement vis-à-vis de la revue, mais c'est pour ça que j'ai décidé de collaborer. Est-ce que peut-être, Adrien, tu voudrais rebondir ou alors on peut continuer avec Erwan? Ben moi, justement, comment dire, j'ai aussi un peu une vision assez proche de celle de Pierre, mais de l'autre côté, j'ai aussi été dans les premières personnes contactées par Erwan. Et au début, moi, justement, par ce manque de rigueur, peut-être, j'étais un peu désorienté. J'avais envie d'écrire. J'avais déjà écrit un ou deux textes par-ci, par-là, mais comment dire, une ligne directrice m'aurait plus plu à mes débuts. Donc après, ça dépend de tout un chacun, je dirais. Moi, par exemple, quand il m'a proposé d'écrire pour Perio, j'ai tout de suite dit oui, avant même de savoir quoi écrire, parce que j'avais déjà tenté d'écrire, par exemple, sur Une jeunesse allemande à l'époque, mais j'étais jamais satisfait de la chose. Mais j'ai tout de suite foncé. Et c'est vrai que cette diversité, tant de médiums que de styles, de toute cette variété qui est visée par littéraire, au début peut un peu déboussoler, désorienter. Mais en lisant justement, c'est en lisant tous ces camarades qui ont écrit un article, principalement pour moi, c'était Jérémy qui avait écrit un article sur Ultimate Spider-Man qui m'a poussé à me jeter pleinement dans l'aventure et à écrire et à me consacrer à cette revue. Tu disais, Erwan, et pour rebondir sur ce que vient de dire Adrien, tu disais, Erwan, qu'il y avait d'abord une discussion à la base sur les critiques de cinéma. C'était quoi cette discussion exactement? Alors, c'était il y a 6 mois, donc effectivement, j'aurais pas tout en tête. Ma mémoire est courte, mais il me semble qu'on parlait un petit peu de... justement, je crois qu'on parlait justement de Tsunami, de tout ce qui avait été créé autour de Tsunami et autour de toutes les rencontres que ça avait occasionné effectivement dans leur rédaction. Et donc ensuite, j'ai pas la suite de la discussion, mais je crois que ça partait effectivement de ça, de Tsunami de base. Est-ce que c'est très important aujourd'hui de continuer à proposer un regard critique
via des films sur le monde en utilisant l'écrit, donc en utilisant le texte. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore plus... allez, on va utiliser des mots grossiers, on va utiliser des gros, enfin des mots un peu plus solennels, on va dire ça. Est-ce que c'est une espèce d'acte de résistance? Aujourd'hui, beaucoup plus, on est plus dans le visuel, plus dans une forme de maîtrise de soi et de maîtrise du temps aussi, de la durée, alors que l'écrit, ça peut prendre 3, 4, 5, 6 pages. Et je crois savoir que dans littéraire, on prend le temps de construire une idée, de construire une pensée. Est-ce que cette question, elle m'intéresse beaucoup depuis quelques années parce que, étant sur YouTube, venant de la presse écrite, mais étant quand même chez YouTube, eh ben, je suis toujours aussi agréablement surpris de voir qu'on peut encore faire de l'écrit. Et qu'est-ce que vous en pensez? Surtout pour une... attention, je ne suis pas réactionnaire, hein, surtout pour une génération qui a connu toute forme toute possibilité pour questionner le cinéma, c'est-à-dire le visuel et l'écrit. Voilà. Et donc, c'est ça qui m'intéresse de savoir. Alors moi, c'est assez personnel Si déjà. je peux. Vas-y, commence, Pierre. Commence. Moi, juste, alors déjà, je vais me permettre de citer 2 choses sur la place de l'écrit. C'est par rapport à ce que tu dis sur la durée, c'est vrai que c'est bien de prendre le temps. C'est vrai que c'est intéressant parce que le temps de l'écrit est très différé parce qu'on prend beaucoup de temps à écrire. Moi, je prends beaucoup de temps pour écrire un papier. C'est parce que j'en ai pas écrit beaucoup, et que je les ai pas écrits sous contrainte. Mais enfin, je veux dire, le numéro 1 a quand même été repoussé, je crois, de 3 semaines pour attendre que je finisse mon papier. Un mois. Un mois. Pardon. Ça ne se reproduira plus. Mais c'est vrai qu'un article de 3, 4, 5, 6 pages, ça prend finalement beaucoup plus de temps pour moi que de préparer un podcast de 3, 4, 5, 6 heures sur la table en Formica. Mais pourtant, quand j'ai écrit mon article sur Blossom Shanghai dans le numéro 1 de la série de Wong Kar-wai que a priori personne n'a vu dans ce putain de pays sauf moi. Bah pourquoi Non, mais attends, il faut quand même préciser pour quelle raison. Parce que j'ai dû quand même parce que c'est passé sur quelle chaîne en France? C'est passé sur quelle chaîne? Oui, parce qu'elle est disponible. Oui, mais bon, on a quand même des gens qui sont censés être persévérants dans les cinéphiles. Ah, tu veux jouer à ça? Tu veux que je te cite 10 films persévérants que peut-être tu n'as pas vus? mais je pense que Kefren a dû voir la série aussi. Hein. Ah, bah alors Kefren, bon, bah non, la dernière fois que j'ai parlé de vive voix avec Kefren, il ne l'avait pas vu et il ne savait pas comment la voir. J'espère qu'il l'a vu, j'espère qu'il l'a vu. C'est surtout compliqué de trouver des sous-titres. La série est facile à trouver. Oui, c'est sous-titres. Mais à part ça, bon, passons à la digression. Quand j'ai le texte, bon, c'est compliqué de dire combien de pages il fait parce que la mise en page du premier numéro est atypique. On va dire qu'elle est atypique. Mais sur un document normal, ça faisait 5 pages, je crois. Ça se lit, je pense, pas trop longuement, mais je trouve ça beaucoup plus dense que quand on a fait notre podcast sur Wong Kar-wai, sur la table en Formica, qui fait, je sais plus combien de temps il fait, mais il est long, plusieurs heures. Et parce que pour citer Deleuze, l'écriture, c'est propre. L'écriture, c'est propre, c'est un texte. Ce qui est intéressant pour moi, la critique vidéo, le visuel ou l'oral, ça m'intéresse que quand il y a au moins 2 personnes, déjà. Parce que ce qui est intéressant, c'est l'échange, c'est l'oralité. Ce qui est intéressant, c'est que ce soit un échange, qu'il y ait des idées qui se construisent à 2 pendant le temps de l'enregistrement. Mais quand j'ai quelque chose à dire, j'ai mis très longtemps à passer à l'écrit par manque de temps et par manque de confiance. J'ai préféré passer à l'oral avant, construire des idées et ensuite commencer à écrire. Et quand on écrit, on pèse ses mots. Quand on parle, moins. Et prendre le temps de peser les mots, c'est ça qui est vraiment important à l'écrit. C'est vraiment je pense qu'on forme beaucoup moins d'idées, même en discutant, même au cours d'une conversation. À l'oral, on forme moins les idées parce qu'on pense moins le temps, on pèse moins les mots, on pense moins au vocabulaire. Et finalement, quand on pense à son vocabulaire, on pense aussi à quelles sont mes idées, en fait, qu'est-ce que je défends, quels sont les termes que j'utiliserai jamais. Moi, j'ai presque une liste, elle n'est pas écrite, mais j'ai une liste de mots que je me refuse d'employer dans un quelconque texte, même à l'oral pour certains. Mais c'est le genre de choses, quand on est face à une feuille de papier et qu'on écrit, qu'on se relit,
on pense beaucoup plus que quand on parle, simplement. L'écriture, c'est plus propre. Et donc, en ça, je ne sais pas si c'est un acte de résistance aujourd'hui de le faire, mais en tout cas, c'est un acte de résistance envers soi-même et le statu quo des choses vis-à-vis de soi-même. On est obligé de se regarder en face quand on écrit un texte. C'est pas forcément le cas quand on parle ou quand on parle même si on parle face à une caméra ou face à quelqu'un d'autre. J'ai parlé beaucoup trop longtemps, donc je laisse à mes collègues. Pas de souci. En tout cas, je note la référence à Deleuze, hein, tu me l'enverras. Faudra que je la note. C'est dans l'abécédaire qui dit ça. Je sais plus où, mais c'est dans l'abécédaire. Ouais, je le relis. Du coup, alors personnellement, moi, je partage un peu l'avis de Pierre déjà sur l'écrit, sur la différence entre l'écrit et l'oral. Moi, je préfère. Enfin, je me suis jamais tenté aux médias visuels sur YouTube ou quoi, et je sais pourquoi, parce que je me sentais pas déjà d'en faire. Et à l'oral, j'aurais tendance, je pense, à oublier plus de choses qu'à l'écrit. C'est-à-dire qu'à l'écrit, j'aurais tendance à me souvenir de bien plus de trucs que je noterais d'abord dans un brouillon et qu'ensuite je pourrais réécrire à ma façon et surtout en réfléchissant plusieurs fois. Et après, il y a aussi un côté plus personnel dans le sens où je suis moins attaché, on va dire, aux médias visuels. J'en regarde moins, j'en écoute peut-être moins que ce que je lis de critique, en tout cas dans la critique cinéma. Donc il y a ce côté personnel et aussi l'avis que je partage avec Pierre, effectivement. De mon Et côté, toi c'est pareil avec Erwan. Hein. Comment dire, je dirais pas que j'ai grandi avec la télé et YouTube, parce que YouTube m'est parvenu assez tard dans ma vie, mais il y a assez vite un désintéressement qui est venu de ces médias et de ces contenus, aussi, je pense, par une certaine infobésité de la part de ces mêmes contenus, de ces images constantes qui nous amènent presque aussi au putaclic, qui est presque toujours consommé, euh, l'ensemble des productions qui sont faites là-dessus. Là où l'écrit, je dirais que ça a une forme peut-être même cinéphile. On va creuser ce qu'on a vu. Euh, je pense qu'on a tous démarré comme ça pour être cinéphile. On a regardé un grand classique et ensuite on a vu les références à celui-ci et ainsi de suite. Intercut en parle d'ailleurs dans une de ses dernières vidéos là-dessus. Et, euh, et l'écrit permet plus ça que pour moi le contenu audiovisuel, et aussi permet peut-être une plus grande liberté sur la forme. On a pu voir dans notre premier numéro, on avait un poème vite fait, une note autobiographique de la part d'Erwan, des petites choses comme ça, là où le contenu audiovisuel, pour se permettre cette liberté, il faut des moyens, il faut une caméra, des logiciels, et peut-être consacrer énormément de temps, et un temps qui est plus rébarbatif, là où, comme le disait Pierre justement, on est plus livré à nous-mêmes quand on a juste nos mots face à nous-mêmes et qu'on se relie. Même si Erwan va repasser derrière notre lecture pour corriger certaines choses et reformuler nos phrases. Parfois. Mais ouais, parfait. D'ailleurs, Adrien, si je peux me permettre de te poser une petite question, parce que toi, tu n'es pas juste rédacteur chez Littéraire, tu es aussi. Enfin, pour moi, l'oralité a une grande place chez toi parce que tu es quand même cofondateur d'un mouvement politique. Toi, enfin, la première fois que je t'ai vu en vrai, c'était dans un parc avec 15 pélos assis en cercle pour parler de leurs problèmes de voisinage. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui se construisent chez toi par la parole et l'échange oral. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, vu que je t'ai jamais posé la question, je me dis c'est pas mal de la poser en public. Comment ça se différencie quand tu penses collectivement à l'oral et quand tu penses seul face à ta page blanche pour écrire un texte, par exemple sur Perriot, qui en plus est un cinéaste politisé, donc précisément dans les thématiques et les idées que tu développes via le dialogue avec tes confrères politisés au mouvement municipal. Ouais, je dirais que du coup, l'écrit permet justement un dialogue que avec moi-même, beaucoup plus intime, là où il y a un rapport beaucoup plus à la communauté dans l'oral politique, dans les échanges que j'ai pu avoir. Et, euh, et aussi, comme tu l'as, je sais plus si l'un de vous l'avait dit, mais ça demande une certaine maîtrise, quoi, d'oser parler en public. Samir, toi, je sais pas combien de temps tu as mis pour oser parler. Je crois que tu faisais de la radio en Algérie en premier temps, non? Et
peut-être que ça a mis aussi un certain temps avant de venir. Moi, pour des choses aussi intimes, c'est impossible d'en parler oralement. Si on rentre par exemple plus en détail par la suite sur mon article, mais je vais être coincé, je vais stresser et me bloquer parce que c'est trop de ce ressort-là. Là où la discussion politique, vu qu'on table sur des choses qui sont plus communes, qui sont admises par tout le monde, et c'est ce que j'essaie au mieux de faire aussi du côté de mon mouvement à ce niveau-là, de chercher des bases stables et solides pour que tout le monde communique, et aussi un langage beaucoup plus simple, parce que dans les articles, moi j'ai essayé aussi parce que je me dis que je parle à un lecteur, donc je me parle pas qu'à moi-même, j'essaye d'être aussi compréhensible là-dessus, mais dans nos camarades qui ont écrit des articles, il y en a certains, des mots sont très compliqués, ils partent dans des recherches de la dialectique, de certaines pensées, de l'image qui est mise en place. Euh, donc, je pense aussi qu'ils ont ce ressort à l'intime là de leur côté, ou alors qu'ils parlent à des gens qui ont le même vocabulaire, euh, les mêmes connaissances qu'eux, ce qui, à ce niveau-là, je dirais, n'est pas mon cas, en tout cas pas principalement pour l'oral. J'essaie de m'adapter à tout le monde, là où l'écrit, je suis plus dans cette approche-là. Je sais pas si je suis clair. Tu es très très clair. Et écoute, il y a un truc que je remarque pas depuis aujourd'hui ou pas depuis un an, mais depuis pas mal de temps, même peut-être 10-15 ans, c'est que bon, quand un critique de cinéma n'a pas apprécié un film, en tout cas quand le film n'a pas fonctionné en lui, il y a trois possibilités. Il y a soit il n'écrit pas sur le film, ça existe. Soit il écrit sur le film, mais la manière qu'il va détester ce film, ce sera une manière très bourgeoise. C'est-à-dire qu'il va y avoir une adoration dans cette détestation. Et donc, nous, lectrices, lecteurs, nous n'existons plus. Et il y a une troisième possibilité qui est la plus intéressante et que je retrouve dans les quelques textes qui composent littéraire, non pas forcément des textes négatifs, c'est pas de ça dont je parle, c'est qu'il y a le dialogue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous écrivez, vous savez qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui va lire. Donc, vous êtes dans le doute. Et donc, ce que vous écrivez, c'est ce que on avait discuté de cela il y a 3 ans, je crois, avec François Bégodeau, lorsque je l'avais invité pour la première fois, on parlait de ça, le dialogue dans l'article. Et je voulais savoir, donc, Erwan, cette fameuse ligne éditoriale que tout rédacteur, rédactrice en chef souhaite obtenir à chaque fois qu'il se lance dans un projet de cette envergure. Est-ce que ce dialogue-là fait partie aussi intégrante de cette ligne éditoriale? Et si tu pouvais nous en dire un petit peu plus sur... Je vais encore plus simplifier la question. Qu'est-ce que tu savais que tu ne voulais pas faire avec cette revue? Je pense que dès le début, déjà, lors de la création, je ne voulais pas tomber dans des textes trop compliqués qui se fermaient à un lectorat trop précis, peut-être. Déjà, d'une part. Et donc ça, je pense que c'était la première ambition de début. Et ensuite, par contre, pour rebondir, du coup, oui, sur la ligne éditoriale dont tu me parles, c'est un sujet aussi dont on commence à parler dans la revue. Et on essaie petit à petit, je pense, de la créer, parce que pour le moment, elle est... Enfin, je vais rebondir sur quelque chose que tu disais justement, Samir, dans un entretien justement avec Pierre, dans la table en Formica, dans un entretien par rapport à ton festival de l'an dernier, je crois, si c'est bien ça. Hein. Tu disais que tu avais participé du coup à la création d'un festival et que au fur et à mesure des discussions avec les collègues, il y avait une ligne éditoriale qui avait commencé à se créer. Je pense justement que nous, on est en train de faire ça au fur et à mesure d'apprendre à plus nous connaître, au fur et à mesure d'écrire ensemble, et au fur et à mesure surtout des numéros. Je pense que notre ligne éditoriale se crée. Et voilà, en tout cas, en ce moment, c'est vrai, Pierre en est témoin, on commence petit à petit à en parler pour essayer d'avoir une plus grande exigence dans la revue, pour essayer d'atteindre peut-être un tournant, une volta dans la revue.
Je me permets de dire quand même que ce que tu as cité, tu as refusé catégoriquement des textes dans la revue. Il y a des choses où tu as dit non. Il y a quelqu'un qui voulait publier des critiques culinaires dans la revue, tu as dit non. Ça... Oui, mais après, bon, je ne sais pas s'il faut que je réponde à ça, mais... Écoute, tu sais, tu vas bien rire, mais tu vas rire, mais je pense que si demain je me filme en train de préparer une tarte thon, tomate, moutarde en expliquant pourquoi j'aime le dernier Apichatpong Versatacool, mais je vais avoir des vues que tu ne peux même pas imaginer. Donc, tu vois, Non, mais là, dans cette phrase comment dire, un peu kéké, eh ben, il y a quand même un peu de sérieux, hein. Donc, ça dénote de. Mais les critiques culinaires dont tu parles, Pierre, les critiques gastronomiques, c'est vraiment des critiques gastronomiques. Il n'y a rien de cinéma dedans. C'est un type, c'est un ami à moi qui, d'ailleurs, tu as pu voir son visage à un moment brièvement à un festival microciné, je pense, sans que vous échangiez. C'est un ami qui disait je veux écrire je veux bien écrire des textes, mais si je pouvais faire une critique de restaurant parce que j'aimerais travailler pour le guide Michelin, donc j'aimerais pouvoir me former. Si vous voulez prendre mes textes littéraires, je veux bien. Ce à quoi Erwan a dit non. Non, mais aussi, il faut prendre aussi en contexte, c'est qu'on était encore vers le début. C'était vers le début, on commençait à parler de cinéma et on commençait à introduire aussi quelques textes sur la bande dessinée avec Jérémy, justement, Thierry t'en parlait, et avec de la littérature. Donc je pense justement parler de restaurant à côté, ça aurait été catastrophique, je pense. Mais ça reste une idée. Hein. Mais oui, parce qu'on peut trouver des choses parfois passionnantes, le côté gonzo, là, le côté. Je disais donc dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien qui renvoie à la revue, et puis on va prendre le temps quand même d'énumérer les 3 numéros, mais aussi les thématiques principales de ces 3 numéros. Donc le premier numéro, ça s'intitule Introduction d'une pensée commune. Je trouve que c'est très beau, très beau titre. Le numéro 2, c'est le cinéma de Jonas Mekas. Voilà, c'est comme ça. Et c'est très bien. Et c'est très rare d'ailleurs. Et le numéro 3, c'est le cinéma de Jean-Gabriel Perriot. Alors, comment tu as pensé la structure? Parce que quand on regarde le sommaire du numéro 3, c'est très beau, ça fait penser à certains sommaires des cahiers du cinéma. C'est-à-dire, il y avait le dossier, puis après, il y avait les textes, les critiques, et puis il y avait autre chose. Il a repris le template. Il a juste repris le template des cahiers. Il a repris le template, voilà. Question répondue, c'est bon. En message privé, pour le numéro 3, en message privé, j'ai reçu un message de lui en me disant regarde, j'ai repris le vieux template des cahiers, j'ai reproduit, est-ce que ça rend bien, hein? Nous ne saurons jamais si Erwan peut-être ne voulait pas en parler de cela, donc merci Pierre. Non, justement, c'est complètement assumé. Si on me posait la question, il n'y a pas de tabou. La rédaction n'est pas assez vieille pour qu'il y ait déjà des tabous sur ce qui se dit en interne. Alors, soyons super. Adrien, permets-toi parfois de dire écoutez, je vous coupe la parole pour avoir une parole plus intelligente que la vôtre. Ça peut-être ça m'aiderait. Non, mais très sérieusement, je vais quand même prendre le temps de revenir sur le sommaire 3 pour qu'on ait un peu un aperçu. Alors, donc, sommaire, il y a les petites annonces filmiques, on va y revenir, puis il y a le gros dossier. Donc, d'une part, et ensuite, bien évidemment, comme c'est une revue de cinéma, il faut bien aussi raconter comment le cinéma, aujourd'hui, peut-être, voit le monde. Ou alors, comment il a vu, comment, de par les films d'antan, il continue de voir le monde. Donc, par exemple, dans les autres textes critiques, il y a un texte de toi, Erwan, sur le film d'Abdelraouf d'Afrique, Un sang impur, qui est sorti il y a quelques années, mais ça peut être aussi un film sur le film Un prince de Pierre Creton. Le dernier film de Thierry de Peretti à son image, qui certainement sera peut-être le plus beau film de l'année. Ça, c'est une supputation. Et écrit par Florian Azria. Bref, quand je vois ce que vous questionnez, quand je vois ce que vous questionnez via le dossier, en même temps, je regarde, je revois, voilà. Eh bien, il y a quand même... la ligne éditoriale, elle est là. C'est-à-dire que il y a des gestes, il y a des regards, il y a des visages, des noms de plusieurs cinémas, mais qui forment une constellation et qui, je pense, est la vôtre. Et c'est celle-là dont vous avez besoin. Ouais, je peux voir ce que tu veux dire, ouais, effectivement. Alors,
C'est vrai que pour donner un peu notre organisation, enfin, la préparation de chaque numéro, je ne sais plus si sur le numéro 3, j'avais mis un appel à texte. Là, j'ai un trou de mémoire pour le coup. Pierre, je ne sais pas si tu pourras m'aider. Et Adrien, je ne sais plus. J'en ai pas le souvenir. Non, je ne En sais même plus. temps, j'étais un peu distant par rapport à l'organisation du numéro 3. Enfin, au début, le sujet est né grâce à notre podcast sur la table en Formica, mais je ne sais pas. Ouais, donc J'ai un doute aussi là-dessus, parce que vu que tu étais venu me chercher, je sais pas je si crois que pour le j'avais dossier, contacté. en tout cas, Ouais, demandé. il me semble Ouais, que j'avais contacté. tu savais, en fait, tu savais qui appréciait Jean-Gabriel Perriot dans la rédac. Tu savais qu'il y avait suffisamment de monde pour faire un dossier, donc tu es directement allé chercher les gens en privé. Pour ce dossier-là, ouais. Et ensuite, pour les autres textes critiques, je crois que je voulais ouvrir aux horizons, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 rédacteurs, c'est Erwan Villard et Manon Lopez, qui appartiennent absolument pas au cercle qu'on côtoie avec Pierre et Adrien habituellement, et dans la rédaction littéraire. Je les ai pris parce qu'à côté, j'écrivais il y a en début d'année des articles sur la littérature, et en fait, Manon Lopez me publiait. Et donc, j'ai absolument voulu l'avoir dans la revue. Je lui ai dit, mais est-ce que tu veux écrire Est-ce que tu veux écrire pour la revue? T'écris pour ce que tu veux. Enfin, c'est la politique de la revue dans tous les cas. Mais je lui ai dit, t'écris sur ce que tu veux, et puis on t'appelle. Enfin, on t'accueille les bras ouverts. Et effectivement, il y avait eu ça avec plusieurs autres personnes. Plusieurs autres personnes m'ont contacté. Parfois, je les ai contactés en retour, effectivement, pour leur demander des textes, ou alors eux, ils me demandaient d'écrire. Et ça s'est fait un peu comme ça. Après, pour le dossier sur Perriot, effectivement, c'est plutôt moi qui ai choisi les rédacteurs, notamment Adrien. Je savais qu'il avait un certain lien avec Jean-Gabriel Perriot, donc effectivement, je l'ai contacté directement. Mais ça, c'est intéressant que tu. Oui, pardon. Et je dirais pour la forme, parce que vu que j'étais le plus catastrophique des rédacteurs pour ce dossier, Erwan, tout du long, a cherché à associer, en fait, à faire une certaine continuité dans l'œuvre de Perriot, à d'abord traiter certains films plus du côté de l'archive et à les découler ensuite vers ces films, je dirais plus peut-être même militants, même si tous ces films sont militants, mais qui sont le cœur même de ces films, comme Nos défaites, qui conclut du coup le dossier. Il a cherché une continuité tout du long, et moi qui me cherchais pendant toute ma rédaction sur les films que j'allais traiter, il savait pas où me mettre, mais il essayait justement de faire des liens entre les articles aussi, peut-être Oui, et c'est ce qu'on remarque en lisant ensuite le dossier, faire une continuité, voir que des articles se répondent, qui ne sont pas similaires alors qu'ils parlent des mêmes films, et qu'il y a vraiment une discussion même alors que les personnes ne sont pas rédigées ou ne se sont même pas entrevues pour discuter de leur article et de leur position au sein de ce numéro. Et pour ajouter, du coup, sur la préparation de ce qui se passe pour le numéro 4 sur le cinéma britannique, donc où on aura le plaisir d'accueillir un spécialiste, Teddy Devisme, qui va écrire pour le numéro, si tout se passe bien. Mais du coup, il y a en ce moment, cette histoire de synergie entre les textes se pose quand on a des textes qui abordent de choses similaires. On a 2 textes sur Ken Loach, je crois, ouais, voilà. Il y a évidemment, quand on parle de cinéma britannique, il y a un certain nombre de gens qui se jettent sur Ken Loach parce que c'est le plus connu. Et donc, il y a la question qui se pose en ce moment en interne les gens n'ont pas forcément encore écrit leur texte, donc d'essayer que chacun se dise quand même un peu qu'est-ce que tu vas écrire, toi, qu'est-ce que tu vas écrire, est-ce qu'on pourrait dire des choses en commun? Il y a une discussion entre les sujets similaires qui s'orchestrent dans la revue pour savoir s'il peut pas y avoir une synergie entre les différents textes. Enfin, je parle de ces histoires parce que je suis témoin de l'organisation, mais étant un peu un loup solitaire dans la revue, enfin, dans l'écriture des textes, je ne suis pas encore engagé, on m'a encore rien dit sur mes textes. Moi, j'ai pas eu un seul retour sur mes textes, à part c'est super. Bon, à part de la part de mon ami qui peut écrire les critiques culinaires, qui m'a fait un retour sur mon texte. Mais en ce moment, c'est ça. En interne, il y a aussi la petite cuisine qui se fait, qui est d'améliorer la relecture de plus en plus. On veut être relu parce que c'est ça qui est génial dans une rédaction, c'est on est sûr d'avoir des lecteurs
et on est sûr d'avoir. Moi, ce que j'aurais aimé quand j'écris mon texte sur Blossom Shanghai, par exemple, de Wong Kar-wai, j'aurais aimé, et je sais que ça va finir par arriver, je bataille pour que ça finisse par arriver, qu'il y ait des gens dans la rédaction qui lisent et qui me rentrent dedans en disant mais qu'est-ce que tu as écrit, ça passe pas, ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul, réécrit. Et que j'ai puisse riposter après, mais je trouve que en ce moment, dans la revue littéraire, on bataille entre nous pour que ça se soutienne de plus en plus, mais que ça ose rentrer dedans, parce que c'est ça qui est bien. Je pense qu'une rédaction n'est vraiment une rédaction que quand on ose, avec honnêteté, rentrer un peu dans les pattes rentrer un peu dans ses copains et leur dire bon là, j'en attends un peu plus de toi, ou ça c'est pas clair, ça c'est faut oser rentrer dedans. De manière cordiale. Le but c'est pas de casser les gens, c'est qu'ils écrivent la meilleure chose qu'ils puissent écrire. C'est un peu ce qu'on essaie de faire du coup avec la relecture par rapport au numéro 4. Pour les 3 derniers numéros déjà, il y avait quand même très peu de relecture, ou en tout cas beaucoup moins que ce qu'on a prévu pour le numéro 4. On a déjà commencé quelques relectures pour certains textes justement. Parce qu'on prévoit normalement, je dis bien normalement en tout cas, de prévoir le numéro pour environ août. Et donc effectivement, jusque-là, on essaie de caler des plannings, justement pour de la relecture, pour des rendus de sujets, des rendus de textes. Donc là, on a déjà tous les sujets sur lesquels on va parler, notamment les 2 de Pierre, et dont un, je lui ai dit, qui m'intéresse énormément. Et donc effectivement, oui, il y a plus de relecture. Je pense qu'il y a un plus gros travail de préparation pour le numéro 4 que ce qu'on a fait auparavant, effectivement. On essaie en tout cas d'apporter ce travail supplémentaire. Concernant le numéro 4, que je n'ai pas encore lu, ce qui est tout à fait logique, cohérent, donc il y a le dossier sur le cinéma britannique, et puis donc il y a d'autres textes critiques qui vont arriver. Les films, vous les choisissez comment ? Encore une fois, c'est toujours les rédacteurs qui choisissent ce qu'ils veulent. Parfois, alors cette fois-ci pour le numéro justement, on a voulu, j'ai un ami à moi, Rémi, qui a voulu aborder une certaine catégorie de films dans le cinéma britannique, c'est-à-dire le cinéma de gangsters, les films de gangsters. Et effectivement, là, on a eu Teddy Davis qui nous a conseillé quelques films à regarder pour nous aider sur ce dossier. Donc effectivement, là, pour ce numéro, on a eu l'aide gracieuse de Teddy qui nous a apporté quelques connaissances. Enfin, quelques connaissances, c'est un petit mot, mais ses connaissances sur le cinéma britannique, effectivement. Excuse-moi Pierre, 2 petites secondes. Concernant les autres films, les textes critiques, mais pas forcément du dossier, les autres films, comment vous les choisissez, ceux-là ? Là, c'est uniquement... là, j'ai toujours, depuis le numéro 1, je me suis toujours dit que pour ce dossier-là, ce serait le rédacteur qui choisira dans tous les cas ce qu'il veut aborder. Et n'importe quel film, et de n'importe quelle manière surtout. Là, on a même eu... on a reçu un texte qui fait très journal intime. C'est même un journal intime pour parler d'un film. Et même, on a eu aussi une analyse du montage d'un certain film. Donc, c'est vraiment très, très divers, et c'est toujours au choix du rédacteur. Nous, on n'impose absolument rien pour ce dossier-là, en tout cas. Mais alors, est-ce que ça t'arrive, donc ça t'est jamais arrivé, en tant que rédacteur en chef, de voir un peu ce qui sort dans les 4 semaines à venir et de se dire, tiens, il y a un tel film ça pourrait dire quelque chose un petit peu de ce que nous vivons aujourd'hui, donc je vais contacter 2-3 rédacteurs et leur proposer des idées comme ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu as déjà fait, que tu voudrais faire, ou pas du tout ? Alors, c'est ce que je voudrais faire, effectivement, mais après, j'ai déjà voulu faire, mais effectivement, je ne savais pas qui contacter sur le coup, donc je ne l'ai pas fait. Mais après, pour le numéro 4, Marc, en tout cas, il y a bientôt le Festival de La Rochelle qui arrive, et effectivement, on a certains rédacteurs qui y vont, et donc je leur ai demandé s'ils voulaient écrire, que ce soit pour le site ou pour la revue, pour le bulletin ciné. Donc voilà, on va voir en tout cas ce qu'ils peuvent nous écrire, et voilà. Donc effectivement, là, on essaie de relier à ce qui arrive en ce moment, et même pour Cannes, on avait eu un texte, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur Cannes. C'était pas moi qui l'avais demandé, c'est le rédacteur même qui me l'a proposé directement.
Donc effectivement, même pour Cannes, j'avais pas voulu imposer de film, demander à un rédacteur spécial d'écrire dessus. Voilà. Il y a quelqu'un qui t'a proposé de couvrir Cannes, et d'ailleurs, moi j'ai mis mon veto, j'ai dit non, on couvre pas Cannes pour des raisons idéologiques. On peut couvrir n'importe quel festival, mais pas les gros, parce qu'avec toutes les affaires d'agression sexuelle, etc., j'avais pas envie de cautionner l'image globale du festival de Cannes. Moi j'ai tendance à dire que pour ce genre de gros événements, au contraire, moi je pense, Samir, je sais pas ce que tu en penseras, Samir, mais parce que c'est un peu ta philosophie d'une certaine manière sur Microciné pour un certain moment, que les films contemporains, des fois, plutôt que d'en parler immédiatement, il faut leur laisser le temps d'être ce qu'ils ont à être, de se développer autant qu'ils peuvent se développer. Et je pense qu'on manquera. Il n'y a pas forcément besoin de se dire, bon, il y a ça qui sort dans les 4 semaines, ça pourrait dire quelque chose, on va sauter dessus tout de suite. Il faut peut-être laisser. Je pense que la politique de la revue, c'est en partie de laisser les gens prendre le temps. Et généralement, quand on a envie d'écrire un texte sur quelque chose, c'est qu'on se dit, il y a un film, ce vieux film des années 50, là, actuellement, il remonte à la surface parce qu'aujourd'hui, il est à l'heure. Et donc, on va écrire dessus. Et je pense qu'il faut. L'idée de la revue, c'est d'écrire sur les films sur lesquels les rédacteurs sentent qu'ils sont à l'heure et que là, c'est le moment pour écrire dessus. Et pas de se dire ça sort maintenant, donc c'est à l'heure. Tu vois, c'est. Et puis, un film, et puis j'ai envie de dire, tu vois, un film qui sort dans les 4 semaines, s'il est plus à l'heure dans 3 mois, peut-être qu'on a sauté dessus un peu trop vite, tu vois. Il y a plein de facteurs, en fait. Moi, c'est con de répondre de cette manière, mais bon, en même temps, c'est des faits. C'est que quand j'ai commencé, quand j'ai commencé ce métier, oui, j'allais dans les festivals et je faisais Cannes et j'écrivais sur ce que je voyais parce que c'était les débuts et puis parce que tu es affilié à un journal qui te le demande et tu n'as pas encore cette liberté totale des faits et gestes parce que tu n'as pas encore peut-être aussi de l'expérience qui te le permet. Il y a ça, il y a des gens qui arrivent très très bien à écrire au jour le jour sur les films qui passent à Cannes, qui ont un regard extrêmement acéré, qui ont une espèce d'énergie et ils te pondent des papiers, mais c'est très très impressionnant. Il y a de cela. Moi, ta critique préférée, c'est une critique de Danet écrit le jour même à Cannes. ah oui, mais bon, après là, on parle de, enfin, je veux dire. On parle de Danet. Bon, voilà. En plus, lui, il se permet de parler de deux films. Hein. C'est 2 films, c'est même pas un film. En plus, il prend Paris, Texas et Il était une fois en Amérique. Je dis, tiens, on va essayer de voir ce qu'on peut dire sur ces 2 films dans un papier. Alors, tu vois, bon, il y a un moment. En tout cas, moi, je sais que lorsqu'il m'arrive, moins maintenant, mais quand il m'arrivait de faire comment dire, de former des critiques de cinéma, je prenais ce texte et on le décortiquait parce que pour moi, c'est un summum. Mais tu vois, par exemple, aujourd'hui, pour répondre assez rapidement, aujourd'hui, et puis ensuite on vous écoute vous parce que c'est vous le plus intéressant, mais moi, si je devais refaire Cannes avec Microciné, je pense que c'est ça qui m'intéresserait aujourd'hui à Cannes, c'est d'aller interviewer les cinéastes et de ne plus écrire. C'est bon, je pense que j'ai fait le tour de la question. Et si j'ai à choisir les 2 aspects de la critique, il y a la finalité. La finalité, c'est l'écriture. Qu'on le veuille ou non, un critique de cinéma, la finalité, c'est l'écriture. Mais alors ça, c'est obligatoire. Moi, je reste convaincu sur ça. C'est la finalité. Moi, je me suis arrêté avec Microciné à la finalité. J'ai pas continué. Je reste sur le premier aspect qui est discuter avec l'auteur ou l'autrice du film. C'est aussi un élément de critique de cinéma. Mais la finalité, c'est écrire. C'est tout. Il n'y a pas besoin de tergiverser. C'est ça, je veux dire. Pour ça que je fais toujours. Et donc, je pense que si moi, je vais au Festival de Cannes, ce serait beaucoup plus pour discuter avec les auteurs ou alors discuter avec des confrères et des consoeurs autour de certains films. C'est ce qui peut, mais ça peut être très difficile parce que quand on est à Cannes, on n'a pas 10 minutes, on n'a pas 15 minutes. Donc voilà. Donc, ça dépend de plein de choses. Mais je pense que quand on a la possibilité d'aller au Festival de Cannes, il faut le faire parce qu'on a le monde. On a le monde pendant 13 jours. Et c'est très important, je crois. Donc, mais bon, je referme cette parenthèse. Samir,
pour Oui, revenir je t'en sur prie, cette Adrien. question d'actualité, Vas-y, je je t'en pense prie. que le site aussi est plus à même pour ça, parce qu'on a vu par exemple un article sortir d'un de nos camarades sur Furiosa, bon, il est sorti peut-être la semaine dernière ou la semaine d'avant, et Furiosa était déjà depuis un moment en salle, mais on a aussi vu un article d'un de nos camarades sur la restauration de Le Jardin qui bascule de Guy Gilles. Hmm. Donc, comment dire, pour coller plus à l'actualité, on s'est servi du site internet là où le numéro il peut être retardé, vu qu'en plus on était à nos débuts. Je pense que Erwan de ce côté-là a préféré prioriser le site internet pour être sûr de couvrir une plus grosse audience et ramener du monde à la lecture de notre revue. Et aujourd'hui, pardonnez-moi cette question un peu terre à terre, mais quand même, aujourd'hui, cette revue, tu disais un peu ça d'ailleurs, Erwan, tu disais au début de l'émission qu'il y a quelque chose de rassurant aujourd'hui dans la réceptivité de la revue. Ça progresse au niveau du lectorat, il y a quelque chose, tu sens qu'il y a quelque chose que cette revue apporte des choses et qu'il y a un lectorat qui est en train de grossir. Et si oui, ce serait quel genre de lecteurs et lectrices qui lisent littéraire? Alors, niveau, déjà, j'ai pas vraiment enfin, je regarde pas trop les lecteurs, le nombre de lecteurs déjà tout d'abord. En plus, je peux pas y avoir accès, donc c'est beaucoup plus simple. Mais effectivement, après, je vais répondre à ta question par rapport au retour qu'on peut m'en faire parfois. Donc en général, c'est des amis à moi, je peux même citer par exemple, Louis, hein, qui m'a déjà fait, des retours sur la revue. Après, effectivement, je peux aussi enfin, le fait que certains viennent, directement nous contacter nous pour écrire un texte, je pense veut dire, quelques trucs sur, le lectorat qui, je pense, grandit peu à peu au fur et à mesure des numéros. C'est-à-dire qu'au tout début de la revue, je pense pas qu'on aurait eu des gens qui nous contactent exprès pour écrire, pour partager leur avis sur un film. Mais maintenant qu'on a placé, déjà, 3 numéros et qu'on a placé un petit peu, qu'on a fixé déjà tout ce qu'on veut dire, enfin tout ce qu'on veut faire avec la revue, je pense que, ça peut amener un peu plus de lectorat, plus de rédacteurs aussi même. Et c'est la communauté un peu cinéphile par exemple, de Twitter, des réseaux sociaux? Ouais, c'est en particulier ça, ouais, effectivement. Moi, En j'ai tendance à général, hein. dire, tiens, c'est marrant parce qu'en ce moment, Erwan, je ne vais pas dévoiler tout son contenu, mais Erwan a fait circuler un formulaire au comité de rédaction permanent, dont je ne fais pas partie, mais je peux quand même répondre au formulaire parce que j'ai des privilèges. Et il y a une question dedans qui est: à qui pensez-vous qui est la La gauche cible caviar. de la Oh, la revue? gauche caviar. Exactement, la gauche caviar. Et moi, j'ai dit, je n'ai aucun engagement vis-à-vis de la revue, mais lui, il m'a donné quand même tout le pouvoir. Donc, enfin, c'est son choix. Je ne me plains pas. Donc, dans ce Bien que j'ai des formulaire, visages d'hommes politiques là qui viennent comme ça, là, pas comment t'expliquer. Mais je vais refermer la parenthèse. et donc, Mais je pense que vous devriez le virer celui-là parce que ça va pas très bien se passer. Hein. C'est tout ce que j'ai à dire. il faut toujours un élément perturbateur dans une rédaction. Oui, mais qu'il soit réaliste. Hein. Et Je t'en prie. donc, il avait marqué, et donc il demandait qui pour vous est la cible de la revue. Et en effet, moi, j'ai répondu, on devrait pas. Enfin, au stade où on en est, enfin, c'est évidemment les cinéphiles un peu des réseaux sociaux, Twitter, etc. Les gens qu'on connaît, en fait, c'est les gens qu'on connaît. Et moi, je pense que les textes, qu'il y a toute une partie des textes qui sont pas encore assez bons, assez maîtrisés pour véritablement intéresser les gens en dehors des sphères de ceux qui sont de bonne volonté pour nous lire. Et je pense que l'un des objectifs actuels de la revue, c'est précisément que les rédacteurs, comme je le disais tout au début, se forment peu à peu pour qu'au final, intéresser les gens qui ne sont pas nécessairement de bonne volonté pour nous lire. Et je pense que c'est un stade qu'on n'a pas encore acquis, c'est un stade qu'on compte acquérir, et le but, ce serait que... mais je pense très honnêtement que la revue, peut-être que la présence de Teddy sur le numéro 4 aidera à ouvrir un peu à d'autres horizons la revue, mais je pense que ça va prendre du temps.
je pense vraiment que ça va prendre du temps, que la revue, on va avancer moins vite que Tsunami, on ne sera pas lu par Desplechin demain. Ah, effectivement, Et peut-être que c'est tant mieux, peut-être que c'est tant mieux des fois. Ceci après, dit, un truc que j'apprécie. Vas-y, t'as fini ta phrase. Juste un truc que j'apprécie quand même sur cette revue, c'est qu'en effet, on a des rédacteurs qui écrivent des textes qui sont très bancals. Tout le monde le voit dans la rédaction, eux-mêmes le voient. Mais il y a quelque chose qui est un peu ce que Mika et moi on avait fait au début de Talent Formica, qui est de se dire, et je pense que c'est d'autant plus le cas maintenant à l'heure d'Internet, de se dire, on a envie de faire un truc sérieux, on ne sait pas encore le faire, mais on va se mouiller directement en public pour s'y mettre et éventuellement prendre le risque d'avoir une mauvaise réputation ou une réputation qui n'est pas géniale au début, mais en se disant, je vais faire quelque chose en public dès le début, pas prendre le temps de... Je vais me former dans l'action et assumer les errances du début en espérant qu'elle fasse mieux. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant avec la nouvelle génération de critiques, les gens de notre âge qui ont grandi à l'ère du multimédia, qui est de directement se jeter dans l'action en espérant, enfin, il y en a qui n'espèrent pas que ça s'améliorera, il y en a qui n'ont aucune ambition sérieuse, mais ceux qui ont envie d'écrire des choses intéressantes, je trouve ça, je sais pas comment le prendre, mais en tout cas, je vois qu'il y en a de plus en plus qui se disent, on va se lancer, on va écrire en public, on va lancer une revue, les textes seront pas géniaux au début, mais on va essayer de voir, comme ça on pourra à la fin, dans 10 numéros, faire le comparatif avant-après, et je crois que c'est un jour sur Twitter, c'est Léo de Tsunami qui avait posté un tweet qui est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai accepté de publier chez Littéraire alors que j'avais pas beaucoup d'expérience à l'écrit, pas beaucoup voulant dire aucune. Il s'est dit, moi, il disait sur Twitter qu'il était extrêmement fier de relire les premiers numéros de Tsunami et de se rendre compte à quel point ces textes étaient pas géniaux à l'époque, mais qu'il avait progressé. Et finalement, je trouve que se mouiller au début, c'est se donner l'opportunité après de revenir et de voir la progression et de donner aux gens l'occasion de voir la progression. Je pense que il y a quelque chose aujourd'hui à la manière dont se constituent les revues amateurs avec de jeunes rédacteurs qui une démarche d'honnêteté et de reconnaissance de ses propres faiblesses et de reconnaissance de sa capacité à progresser aussi. Ouais, je ne sais plus comment est-ce que j'ai commencé à parler de ça, mais c'est dit. Après, c'est aussi ce qu'on essaie de faire, effectivement. On essaie beaucoup d'être ouvert déjà à l'autocritique et à la critique des autres. Je crois que c'était la semaine dernière, Pierre, qu'on avait eu une discussion tous les deux et on parlait justement, on avait évoqué un petit peu mes textes à moi. Et donc, effectivement, c'est un peu ce que j'aime. Alors, pas toujours jeter des fleurs à l'autre, à l'auteur qui est en face, effectivement, parce que tout le monde n'a pas forcément le même niveau, tout le monde n'a pas forcément le même point de vue sur le cinéma. Et effectivement, je pense qu'il faut toujours qu'on soit dans la revue ouvert à l'autocritique et à la critique des autres, et c'est ce qu'on va essayer d'introduire justement avec la relecture pour le prochain numéro, justement. Mais voilà, c'est aussi quelque chose de très important, à mon avis, d'être lu, pas uniquement par un lectorat, mais surtout par ceux avec qui on collabore dans la revue. Après, concernant le formulaire, Pierre, c'était pas trop la réponse que tu avais écrite. Je crois que pour cette question, tu avais dit foutez-moi la paix, bordel. Non, c'est pas pour celle-là. C'est est-ce qu'on doit imposer des contraintes d'écriture au rédacteur? Là, j'ai écrit foutez-moi la paix, bordel. Ce qui est mon trait d'humour en interne, vous l'avez compris. Mais qui est très honnête par ailleurs. Foutez-moi la paix, bordel. Est-ce que Adrien, tu voudrais rajouter quelque chose pour rebondir sur tout ce qui a été dit, complètement, et tant sur le fond que sur la forme, c'est de voir d'où est-ce qu'on est parti, d'où est-ce qu'on a osé se mouiller, se tremper les pieds et jusqu'où on va, jusqu'où on ira pour voir l'évolution de tout ça. Erwan avait commencé la mise en forme sur LibreOffice de mémoire et pour les 3 numéros, il a réussi à le faire sur LibreOffice. Pour le numéro 4, je crois qu'on essaye de se conserver là-dessus, mais à l'heure actuelle, je vais me pencher de mon côté pour faire des patrons de mise en page sur InDesign, donc un logiciel plus professionnel, pour adapter aussi au mieux et amener une évolution et réussir à plagier les cahiers mais de manière complète. Comme ce que j'avais commencé pour le numéro 3. Voilà. Pareil. Mais après, ouais, c'est vrai que j'avais fait l'exploit, je crois, de réussir à faire les 2 premiers numéros
dans les 3 premiers numéros sur LibreOffice, mais c'était vraiment insupportable. Pierre avait même essayé de mettre la mise en page de son texte sur LibreOffice, c'était horrible. Donc là, pour le J'avais numéro dû 4, corriger une faute. J'avais corrigé une faute d'orthographe et j'avais passé 30 minutes à réaligner les textes. horrible. J'avais réaligné 5 pages, j'avais changé un mot, je me suis retrouvé à réaligner 5 pages à la main. Ah non, c'était horrible. Mais c'est pour ça, pour le numéro 4, j'essaie de faire une mise en page autre. C'est-à-dire, sur Canva, j'ai trouvé une idée de mise en page qui me va personnellement et que j'ai partagé justement à l'équipe de rédaction. Et pour le moment, ça a l'air de faire l'unanimité. Donc, pour le moment, je vais rester sur ça et abandonner totalement LibreOffice pour mon bien, déjà. Merci Adrien, merci Pierre, merci Erwan, en tout cas de nous avoir consacré du temps pour parler de la revue littéraire. Je dis bien que, enfin, je rappelle dans le descriptif de la vidéo, vous avez toutes les informations concernant cette revue. Ils en sont au numéro 3. Le numéro 4, vous l'avez bien compris, ça se travaille, peut-être au mois d'août, on croise les doigts, et dont certains diraient Inch'Allah même. Et puis, bon vent, et vous revenez quand vous voulez. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. En tout Merci cas. à toi, Samir. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and